Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sophie. Il est 19 h. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 5 mars. Municipal, Serge Larose, tête de liste FN dans la Ville Rose, a présenté son programme assorti d'une grille de mots croisés à l'humour discutable. Occupation illégale d'un local appartenant à la mairie de Toulouse par des sans-abri qui demandent notamment des conditions de vie décentes. Et puis enfin, suite de notre hommage à Claude Nougaro, disparu il y a tout juste 10 ans. Aujourd'hui, le fondateur de la salle Nougaro, Gilles Presnitzer, se souvient. 18 jours du premier tour des municipales, les mots croisés de la polémique. Serge Larose, tête de liste FN, publie sur son site internet une grille de mots croisés à l'humour que certains jugent assez déplacée. Le candidat FN s'en est expliqué au micro de Marlène Canal. Pour Serge Larose, le candidat FN à la mairie de Toulouse, les mots croisés c'est un passe-temps. Il les crée et les met en ligne sur son site. Cette semaine, c'est un spécial élection à l'humour discutable. Isard, alors Isard c'est quartier sensible. Le terme n'est pas de moi, hein. Dans tous les journaux on parle quartier sensible ou zone de sécurité prioritaire. Alors quartier sensible, berceau de Mohamed Merah, c'est pas faux. Voilà. Donc dans mes mots croisés il n'y a rien de faux. Et voilà, je ne vois pas pourquoi ça choque. Ça choque la police de la pensée et le politiquement correct, mais tous les gens qui l'ont fait m'ont dit que ça les avait bien fait rigoler. Vous avez des quartiers où il y a des règlements de compte à la Kalachnikov, etc. etc. Voilà, donc il y a certains quartiers, puis il y a d'autres mots. Par exemple, j'ai Moudinque, candidat, la définition c'est candidat du trio Sarko, Copé, Fillon. Quand le Front National s'exprime et que ce n'est pas tout à fait conforme au politiquement correct, on parle de dérapage ou de provocation. Voilà, ben non, c'est un mot croisé tout à fait normal sur des choses réelles et je parle de réalité toulousaine que les autres n'osent pas aborder. Un bon moyen pour la tête de liste du Front National de faire parler de sa campagne. Sa liste est aujourd'hui complète, son programme disponible en ligne. Un meeting avec Jean-Marie Le Pen le 15 mars est sur les rails. Serge Larose est prêt à faire le meilleur score possible, contrairement à ce que disent les sondages. Il y a eu du 4. Ridicule, il y a eu du 6, il y a eu du 8, et puis, oui, mais dans presque tous les discours politiques, on met la triangulaire, ça risquerait de faire ceci, de faire cela. Alors on verra le soir du premier tour, on verra, suivant les résultats, on verra avec M. Moudinque, on verra, voilà, moi je suis ouvert à tout a priori, parce que je voudrais quand même que la région sorte de son régime de parti unique. La région Midi-Pyrénées vit en régime de parti unique, ça ne fait pas très démocratique. Le conseil régional entièrement socialo-communiste, les 8 conseils généraux pareil, la mairie de Toulouse, les grandes mairies. Voilà. Donc il est souhaitable que le Front National entre dans cette municipalité de façon à contrôler, à avoir son mot à dire sur les dépenses en particulier. Aux dernières municipales, le Front National n'était pas présent, n'ayant pas pu conduire de liste. En 2001, le score du FN était de 5%. Inutile de dire que Serge Larose attend son rendez-vous. Voilà, je vous rappelle que les candidats ont jusqu'à demain, jeudi 6 mars, pour déposer leur liste, Jérôme. Oui, et ce soir, vous pourrez découvrir sur TLT le débat opposant les candidats à la mairie de l'Union. Il sera donc visible à 21 h. Je vous propose d'en regarder un extrait. Alors l'Union est bien desservie en matière de transport de bus, par exemple. Il y a 7 lignes de bus qui desservent l'Union. Le problème, c'est que c'est une ville qui est un petit peu embouteillée, on va dire, aux heures de pointe, que ce soit le matin ou le soir, lorsque les personnes rentrent du travail. Alors il y a un problème de circulation. Pas un problème de transport, c'est un problème de circulation. L'autre problème pour nous, c'est de développer les transports en commun. Le problème, c'est que c'est difficile à l'Union parce que, comme le disait Jacques Dan, c'est très embouteillé. Alors il y a 2 problèmes. C'est l'embouteillage dans plusieurs axes, donc la D de 888, l'avenue des Pyrénées, la route de Bessières. Et le problème qui se pose dans certains quartiers unionnais, c'est que les automobilistes prennent les voies de traverse et se retrouvent à traverser des quartiers, ce qui pose des problèmes pour les habitants. On peut agrandir le pont de l'Ers, c'est sûr, ça fait partie des travaux qui seront inévitables. Nous, on a une solution aussi que nous avons marquée dans notre projet, c'est le téléphérique. Sur les 20 000 véhicules qui passent le matin sur le pont de l'Ers, il faut savoir qu'il y en a 6 000, donc ça fait 30%, 6 000 véhicules sur les 20 000, qui en fait viennent du Tarn, qui sont sortis de l'autoroute Albi-Toulouse, de façon à éviter le péage. Donc ensuite ils prennent la route d'Albi et ils traversent l'Union.
On part à 3 heures d'avion de Toulouse, place brûlante et théâtre d'affrontements ces dernières semaines. L'Ukraine, le 25 mai prochain, vous le savez, des élections présidentielles anticipées auront lieu dans le pays. Le même jour se tiendront également les élections européennes. Justement, la Commission européenne à Bruxelles joue un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien, alors qu'à Kiev, beaucoup souhaitent plus que tout l'adhésion de leur pays à l'Union européenne. Oui, les diplomates européens sont à pied d'œuvre à Kiev, mais l'UE ne peut pas pour l'instant donner cette perspective d'adhésion. Une équipe de TLT s'est rendue à Bruxelles la semaine dernière pour assister aux discussions sur l'avenir de ce pays. Regardez. L'Ukraine pourrait-elle devenir le 29e pays à adhérer à l'Union européenne? Pour Thierry Repentin, la question est avant tout d'accompagner le pays dans la mise en place d'institutions politiques démocratiques. L'Ukraine n'a pas vocation à être adhérente à l'Union européenne. Nous avons négocié pendant plusieurs mois pour faire un accord d'association avec l'Ukraine. C'est-à-dire quoi? Voir comment nous pouvions, et nous pouvons toujours, améliorer les relations commerciales entre l'Ukraine et le reste de l'Union européenne, comment nous pouvons favoriser la mobilité des Ukrainiens par la libéralisation sur les visas notamment, bref, comment nous pouvons les accompagner à moderniser leur économie, comment nous pouvons aussi les accompagner à la modernisation de leur système politique. Mais c'est un accord d'association, ça n'est pas un accord d'adhésion, les Ukrainiens le savent, et ils savent aussi aujourd'hui que cette proposition, elle est toujours sur la table, c'est aux Ukrainiens d'en discuter et d'en délibérer sereinement, démocratiquement, sans pression, d'où que ce soit, dans les mois qui viennent. En effet, fin novembre dernier, les préparations à la signature de l'accord d'association avaient été suspendues par l'Ukraine. Aujourd'hui, la donne a changé et une bonne partie des Ukrainiens est clairement pour l'association politique et une intégration économique. Certains d'entre eux veulent même aller plus loin, adhérer à l'Union européenne. On a vu effectivement à Kiev des manifestants qui brandissaient le drapeau européen. Ça fait toujours chaud au corps, enfin, quand on travaille sur ces questions, que la question européenne soit populaire au-delà des frontières de l'Europe actuelle à 28. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si l'Ukraine aura un destin dans l'Union européenne à terme. Ça sera un choix des Ukrainiens et des Européens de l'Union européenne actuelle. Aujourd'hui, l'Union européenne continue de condamner l'intervention de la Russie en Ukraine. La Commission européenne a annoncé qu'elle aiderait le pays à payer sa dette de 2 milliards de dollars concernant le gaz russe. On passe à toute autre chose. En bref, dans le dossier des irradiés de Rangueil, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu. Elle a donc rejeté l'appel de l'association SOS Irradié 31 contre cette ordonnance de non-lieu prononcée en septembre 2013. Oui, déception donc parmi les membres de l'association qui ont déclaré par la voix de leur présidente, je cite, « Nous avons l'impression que la justice ne veut ni nous entendre ni comprendre. C'est la complexité du dossier qui, pour le moment, permet aux coupables d'échapper à leurs responsabilités. » L'avocat de l'association SOS 31 a déclaré pour sa part que le combat n'est pas fini et que la justice, elle, finira bien par triompher. Fin de citation. À l'initiative de l'association Les Cités d'Or, une quinzaine de sans-abri occupent depuis le 24 février un local de la mairie sur l'île du Ramier, non loin du stadium. Oui, c'est le moyen de pression qu'ils ont trouvé pour dénoncer leurs conditions de vie auprès de la municipalité toulousaine. Quelques jours avant les municipales, Gabriel Orion leur a rendu visite aujourd'hui. Regardez. Pas de barricade au 11 de l'allée Gabriel Bienès. Une grosse chaîne symbolise l'occupation des lieux. À l'intérieur, une quinzaine de sans-domicile tiennent assemblée. Et après, il y a des rats partout, quoi. J'aime une connexion. Objectif de cette réunion, faire le sommaire de leurs revendications. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est vital. C'est des problèmes d'hygiène, de sécurité, de branchement, de pouvoir... Aujourd'hui, un individu lambda dans une ville, il a une certaine consommation d'énergie, il a un apport d'eau chaude, il a tout ça, il a tout ce confort-là. Donc, à un moment donné, quand on est dans la rue sans domicile, on n'a plus accès à ces choses-là. Dans un camion ou sous une tente, tous vivent sur l'île du Ramier, des campements souvent situés en bord de Garonne. Ludovic habite juste à côté du casino, il n'a ni eau courante ni électricité, mais son plus gros souci, c'est de garder les pieds au sec. Mais je demande à la ville de Toulouse, la ville rose, de voir la possibilité de me trouver un terrain où c'est que je ne serai pas embêté par l'eau et embêté par la police municipale, la tranquillité sur ce terrain-là. Les revendications des sans-abri sont donc multiples. S'organiser en association est donc le moyen de se faire entendre. Une délégation municipale les a d'ailleurs rencontrés cet après-midi.
On vient d'avoir une entrevue où on a exposé nos revendications en fait et nos souhaits. Et eux, leur point de vue, quoi. Comme quoi ils estimaient qu'on n'était pas légitime, etc., mais que soi-disant ils avaient mis des trucs en place depuis quelques années, entre autres le projet Traveller ou je sais pas quoi, mais en l'occurrence c'est pas... ça fait 4 ans, quoi, ça aboutit pas, quoi, en fait. Et les gens ils sont toujours dans la galère, quoi. Les occupants espèrent désormais rencontrer Claude Touchefeu, l'adjointe au maire en charge de l'exclusion, d'ici la fin de la semaine. Et on l'a appris en fin d'après-midi, les sans-abri ont obtenu ce rendez-vous avec Claude Touchefeu à la mairie. Ils ont donc évacué le local pacifiquement tout à l'heure. Nous poursuivons ce soir notre hommage à Claude Nougaro, disparu il y a tout juste 10 ans. Rencontre aujourd'hui avec Gilles Presnitzer, le fondateur de la salle Nougaro à Toulouse. Il a bien connu Claude Nougaro, l'homme et l'artiste. Oui, il nous a notamment raconté la difficulté de convaincre l'artiste d'accepter de donner son nom à cette belle salle chemin de Garric à Toulouse. Entretien enregistré cet après-midi sur ce plateau. Bonsoir Gilles Presnitzer, vous êtes fondateur de la salle Nougaro et vous avez été son directeur pendant plus de 25 ans. Vous vous consacrez maintenant davantage à l'écriture et plus particulièrement à un site internet qui s'appelle Esprit Nomade. On va en reparler dans quelques minutes. Et aussi à la Cave Poésie. Évidemment, la Cave Poésie aussi. Vous avez bien connu Claude Nougaro. Dites-nous comment il avait accueilli ce projet que vous lui aviez présenté à l'époque d'une salle qui porterait son nom de son vivant. C'était pas gagné d'avance. Non, ça a été même extrêmement dur. J'ai commencé à le contacter en 83, plus précisément vers 84, et il ne savait pas qui j'étais, donc il a voulu connaître la programmation des 10 ans d'avant. Et ensuite, il a eu cette phrase merveilleuse, c'est « il ne faut pas le faire, parce que toi tu es encore vivant, moi aussi, et chacun risque de décevoir l'autre ». Mais finalement, il a accepté. Il a accepté parce que j'ai dû subir une dizaine d'euros, des écrits aussi, donc il a fallu le convaincre, et une sorte d'amitié est née. Et il est arrivé en 85 pour l'inauguration d'une salle qui n'était pas la configuration actuelle. C'était une salle qui était de plein pied, qui était plutôt une salle de loto qu'une salle de spectacle. Alors moi, je voudrais qu'on écoute cet enregistrement que vous nous avez amené, qui date de décembre 96. C'est le deuxième inauguration, deuxième baptême. On écoute Claude Nougaro à la salle Nougaro. Eh bien oui, je l'ai. Quoi? Le trac. Oui, parce que ça fait quand même depuis novembre dernier que j'ai pu chanter, sauf un petit raid à Tokyo. Et puis me retrouver dans cette salle Nougaro, chez mon cher directeur Gilles Presnitzer, qui fait mon admiration avec ses programmations. Cela évidemment, pour un petit fêlé du palpitant comme je suis, c'est pas très recommandé pour les cardiaques. J'ai le trac. Oui, et surtout qu'il avait eu des accidents cardiaques. Il s'est beaucoup investi dans cette salle. Il suivait notamment de très près la programmation. Oui, il a composé aussi. Ouais. D'ailleurs, notre amitié, puisqu'il disait que j'étais son ami, c'était la ferveur que j'avais. Pour moi, c'était un peu l'image du père. Il y avait une profonde admiration. Et lui avait une curiosité un peu étonnée de voir qui c'était ce gars-là, qui était allé le chercher alors qu'il était peut-être un peu au creux de la vague, etc., et qui voulait sanctifier son nom. Il a accepté et est arrivé le jour de la première. Le jour de la première, il m'a demandé comment ça allait se dérouler. Je lui ai expliqué, il m'a dit « je pars, je refuse ». Tout simplement parce que j'avais imposé une chanteuse totalement inconnue en première partie, qui s'appelait Juliette. Alors j'ai dit « qui n'est pas resté très longtemps. Tu t'en vas, il y a le préfet, il y a toutes les autorités, tu te débrouilles ». Donc premier baptême tumultueux. Il est revenu. C'est moins qu'on puisse dire. D'accord, mais tu lui dis de chanter 1 minute et c'est tout. Elle a chanté, et derrière, en ombre silencieuse, Nougaro a tourné autour d'elle et est devenu amoureux de cette chanteuse. Et Juliette a fait la carrière qu'on connaît. Qu'est-ce que vous gardez finalement de Claude Nougaro, de l'artiste et de l'homme? Oui, bon, de l'artiste, il est un peu connu, mais ce que les gens ne savent pas de lui, c'est, à part sa générosité, c'est sa friabilité. C'était un être profondément fragile. Par exemple, il me demandait de corriger ses textes.
ce que je n'osais pas faire, à part quelques fautes de français et d'orthographe, je ne me serais jamais permis, parce que son écriture n'appartenait qu'à lui. On ne pouvait absolument pas repasser derrière. Alors justement, moi, je voudrais qu'on écoute et qu'on regarde une chanson que vous aimez beaucoup. C'est une Garonne, écrite par Claude Nougaro, ici, à Toulouse. Au quai de Tunis. Chez lui. On va l'écouter quelques instants. Qui s'écoule comme un tapis roulant. Moi, mon océan, c'est une Garonne, la grande personne dont je suis l'enfant. Ma Méditerranée, c'est une Pourquoi aimez-vous ce Garonne. texte particulièrement, Gilles Presnizer? Parce que, d'abord, c'était une résurrection pour Nougaro. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il sortait d'une très profonde dépression. Il avait un côté suicidaire, ce que les gens ignorent, parce que quand il se shootait à l'alcool, tout ça, c'était pour se détruire. J'ai eu le triste privilège de lui téléphoner pour qu'il fasse la préface de ce bouquin. C'était en juillet 2003. Et il prend le téléphone, il arrache à Hélène, il me dit « J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis atteint d'un cancer du pancréas, du pancréateur. J'ai dansé toute la nuit sur la table. » Il avait à la fois cette fascination de la mort, cette force de vivre et cette joie de mordre et dans la vie et dans les femmes. Alors justement, transition toute naturelle, je voudrais qu'on parle d'esprit nomade. Maintenant, votre site internet, les arts, la littérature, vu par un éminent Toulousain, on peut dire, avec des citations de René Char sur ce site. Qui laisse une trace, laisse une plaie. Ça s'applique tout à fait à ce que vous venez de dire concernant Claude Nougaro. Nougaro, ça m'est même difficile d'en parler maintenant parce qu'il y a une proximité. Je l'ai traîné, le pauvre, je ne sais pas combien de concerts là à Logrin. Je l'ai obligé à écouter une forme de jazz. Et il s'était arrêté à Miles Davis et il ne connaissait pas ce qui s'était passé après. J'ai été un peu, je ne dis pas sans directeur de conscience, mais j'ai dû l'ennuyer parfois. Mais en même temps, il avait une sorte de respect fraternel. Et donc, il m'écoutait. Mais j'ai fait une erreur profonde. Je lui ai offert les œuvres complètes de Sioran. J'ignorais qu'il était autant dépressif. Ça ne l'a pas aidé. Sur le site Esprit Nomade, un hommage à Claude Nougaro avec beaucoup de choses à voir. Je vous encourage à aller le voir, ce site. Il y a notamment des écrits de Nougaro, L'espérance de l'homme, qui était son dernier texte qu'il a voulu que l'on lise à Saint-Cernin. On le voit qui défile justement. C'est lui qui a mis les petites fleurs d'ailleurs. Ouais. Pourquoi avoir choisi particulièrement ce texte sur votre site, sur ce site d'Esprit Nomade? J'ai connu Nougaro mécréant. À la fin de sa vie, il a été très influencé. Il habitait au 14 rue Saint-Julien-le-Pauvre. Et en face, il y avait l'église. Et tout à coup, il y a une spiritualité qui est rentrée en lui. Et ce texte porte cela. Et il m'a demandé, mais je n'avais pas autorité, que quand il mourrait, qu'il soit donc incinéré et que ses cendres soient répandues sur le robinier, le micocoulier, qu'il y avait à Saint-Julien-le-Pauvre. Ceci n'a pas été fait, et Hélène a fait autre chose de bien plus intelligent. Beaucoup de belles choses à voir et à revoir sur le site espritnomade.com. Merci Gilles Presnizer d'être venu nous parler de Claude Nougaro, de lui avoir rendu ce bel hommage ce soir dans notre journal. Voilà, notre hommage à Claude Nougaro se poursuit évidemment toute la semaine sur TLT dans le journal. Et puis un spécial courrier sud à voir, concocté par Greg Lamazer, à voir la semaine prochaine sur TLT. Également, ce soir, toute autre chose, Jérôme, le concours des Arocs passe par Toulouse. Et oui, un concours qui a notamment révélé Cascadeur ou encore Christine and the Queen, très remarqué lors des dernières victoires de la musique. Ce concours, donc, ce soir, ce sera 7 candidats qui se présenteront sur la scène du Connexion Live. 2000 dépôts de candidatures ont tout de même été faits. Parmi les candidats de ce soir, on peut citer le Common Diamond, Rubikube ou encore les filles et les garçons, Sophie. Vous serez donc en connexion ce soir, Jérôme. Très certainement. Merci Jérôme de m'avoir accompagné. Fin de cette édition. Merci à vous de nous être fidèles. Excellente soirée sur TLT.